Frédéric Tadei, attendant Ophélie Winter, regarde les hommes changés. Ophélie Winter, donc en 94-95, vous devenez célèbre, tout le monde a des projets pour vous, tout le monde se dit tiens on peut faire des choses avec Ophélie Winter, on s'attend de la part de la blonde qui co-présente le Hit Machine qu'elle va faire un disque de dance, comme ça se faisait à l'époque. Quelle angoisse. Et vous faites un disque à ce moment-là qui s'appelle No Suicide, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, avec Dieu m'a donné la foi, et c'est un pur disque de rhythm and blues. Comment vous avez réussi à l'imposer? En fait, c'était très bizarre parce que j'avais Laurence Petit qui était la chef des programmes d'M6 et son mari qui était mon boss chez Warner, chez East West. Donc j'étais un peu dans un étau quoi, parce que moi je voulais faire ça, mais après donc je savais qu'ils allaient se parler le soir et que le lendemain j'allais me faire engueuler chez M6 ou chez Warner et ça allait toujours coincer quelque part. Mais bon, donc j'ai dû quitter M6 et par rapport à justement à l'image dance machine, machin et tout, et pouvoir aller en studio et faire vraiment de la vraie musique que j'aime. Et ça, je me suis dit, soit je vais me planter mais complètement et je vais rien vendre, soit ça va cartonner parce que c'est un nouveau style pour la France et ça va ouvrir une brèche et parler de Dieu, si les gens, c'était 0 ou 100 quoi. Je voyais pas de milieu. Et j'ai eu de la chance que ce Mais soit. il y avait un calcul dans l'idée de parler de Dieu. Dieu m'a donné la foi qu'on a entendu tout à l'heure. C'est pas un calcul, c'est qu'avant ça, il faut savoir que j'ai fait 3 singles qui n'ont pas marché du tout et que je me suis dit c'est le dernier. Oui, bien sûr. et je me suis dit c'est le dernier, donc autant que comme je sais qu'il marchera pas non plus, autant que je me fasse un kiff et que je fasse la musique que j'aime et parler de ce que j'ai envie de parler, enfin, ce dont j'ai envie de parler quoi. Dieu. Ça c'était vraiment votre disque de bout en bout, No Suicide. J'étais même pas sûr qu'il allait sortir d'ailleurs tellement il était mon disque. Et c'est celui qui aura le plus de succès. Ouais. 250 000 exemplaires. Là, vous devenez véritablement une star. Ouais, si, en France, c'est ce qu'ils appellent ça, une star. Ouais. Bah oui, 250 000 C'est ce qu'ils appellent ça des stars. Et moi, je ne parlais pas bien le français. Hein. J'ai la fatigue de Noël. Comment vous avez trouvé le showbiz à ce moment-là? Vous aviez peur de vous faire engueuler? C'est un mot qui revient dans votre bouche. Il y avait des grands patrons, des gens qui savent, auxquels vous étiez obligé de vous heurter. Il y a toujours les. À M6, c'était Thomas Valentin, Taverneau, Nicolas Taverneau. Et Drucker, je regrette beaucoup. Jean Drucker, qui était le PDG de M6, qui était mon chouchou, c'était mon papa. Et on avait une super bonne relation, c'est-à-dire que quand les deux autres voulaient m'engueuler, lui il me chopait dans son bureau, il me disait bon attention là, faut que tu fasses ça, parce que là franchement t'as déconné et tout. On va avoir une réunion, mais je t'ai pas vu avant, hein. Trop mignon. Et puis Warner. T'es dans la maison de disques. Dans la maison de disques, c'était à l'époque, attends comment il s'appelle, Michael Winnen chez East West. Mais j'avais pas peur parce que c'était une peur sympathique. C'est-à-dire que eux aussi, ils m'engueulaient, mais c'était toujours sympathique. Il fallait le faire parce que sinon, il n'y avait plus de relation patron-employé, ou artiste, mais c'était toujours très sympa, quoi. Mais est-ce qu'il y avait aussi chez vous le syndrome du cancre? Vous étiez plutôt un cancre à l'école, non? À l'école, non, j'étais excellente jusqu'à ce que je découvre les boîtes de nuit les garçons, c'est-à-dire en 3e. Ah, comme souvent les adolescents d'ailleurs, je veux dire, pas comme toutes. Ouais, comme toutes les filles, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça a bien marché les boîtes. Mais comment on peut pas rentrer en boîte de nuit avant l'âge de 16 ans légalement? Si, non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut répondre? La vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a prescription aujourd'hui. Personne viendra vous chercher avec des menottes à la sortie du studio. En plus, je sais pas du tout mon âge, mais je m'étais bien organisée. Mais qu'est-ce qui vous attirait dans les boîtes de nuit, à part les garçons? La musique. La musique, je dansais comme une malade. Mais j'ai fait go-go dancer à un moment donné. C'était mais que du rap, rap, hip-hop, R&B, quoi. Je dansais jusqu'à 7h du matin, c'était fabuleux. Vous avez dit depuis que, à l'époque, dans le showbiz, je parle de votre époque showbiz, on me contrôlait, on me manipulait, on vous contrôlait, on vous manipulait pas tant que ça, puisque ce disque que vous l'avez fait, c'était celui que vous vouliez faire. Vous l'avez imposé. On n'impose jamais à 100% parce qu'à l'époque je devais faire que du français sur mon téléphone. Je sais pas encore. Je suis désolée. Mais c'est bien, ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui vous appellent encore. Voilà. Oui, t'inquiète pas. Ça un peu trop d'ailleurs sur le portable, ce serait bien de se calmer. Qu'est-ce que je disais? Je disais, on vous imposait pas tant de choses, on vous manipulait pas tant que ça. Si quand même parce que moi je voulais chanter qu'en anglais. J'avais certaines chansons déjà faites. On m'en a imposer quelques-unes, transformer quelques-unes pour qu'elles soient plus françaises. Rien que les mix de mes chansons ne me plaisaient jamais parce qu'il faut toujours mettre la voix devant dans les mix en France alors qu'aux États-Unis on la rentre. Donc j'ai fait beaucoup de sacrifices, quoi. On m'a imposé pas mal de trucs.
par rapport à ce que je voulais faire à la base, ça a toujours été un petit peu changé. Mais en même temps, Dieu m'a donné la foi qui est en français, celui-là, donc c'est eux qui vous Celui-là, ont je l'ai dit. sauvé parce que je peux vous dire qu'à la base, si vous écoutez les premiers morceaux, c'est quand même, ça n'a rien à voir. On a failli Dieu m'a donné la foi, celui qui a marché, est un remix de Dieu m'a donné la foi qui ne servait à rien. Et d'ailleurs, tellement bien remixé que les gens qui l'ont fait auraient pu le signer, quoi. Est-ce que vous avez eu la grosse tête à ce moment-là, après ce succès énorme qui vient tout de suite, hein, vous avez commencé la télé un an avant, un an plus tard, hop, vous faites Dieu m'a donné la foi. Ah ouais. C'est une grosse tête à ce C'était moment-là n'importe quoi, ça marche aussi bien. Non, j'ai eu la grosse tête à partir pendant, ça m'a duré un mois. Pas plus, c'est pas mal. Non, bah, c'est déjà long, hein. Ah bon Ah ouais, c'est long. Mais c'est pas à cause des gens qui m'entouraient, qui arrêtaient pas de me cirer les pompes et bah, le syndrome de la grosse tête, quoi. Donc en fait, c'est les gens qui prennent la tête pour vous et puis au bout d'un moment, bah, vous y croyez. Parce que tout le monde vous dit vous êtes la meilleure, la plus belle, la plus gentille, que tout le monde aime que vous et tout, donc vous y croyez. Vous Mais avez tout c'est un pouvoir. tel cliché, C'est vous nul. savez, la cour étouffante autour Mais de c'est la exactement star, ça, hein. et ça C'est- semble un cliché. Ça n'en est Non, pas un. non, ça n'en est vraiment pas un. Et aujourd'hui, j'en ai plus de cours et je suis super bien dans mes baskets, super détendue. Avant, c'était un cauchemar. J'étais, ça c'est mon autre portable. En plus, on avait plusieurs. Et les fans, vous aviez énormément de fans à ce moment-là. Vous Et- aviez énormément de fans, il m'en reste un ou deux dans la meule. Et j'en ai encore, hein. Oui, mais Incroyablement. D'ailleurs, je suis très surprise qu'ils soient toujours là. Mais c'est incroyable. Mais je veux dire par là qu'à l'époque, c'était en plus des adolescents souvent dingues ou qui s'accrochaient à votre portière, qui menaçaient de se suicider. C'était là aussi tous les clichés, je trouve, de la célébrité, de la Mais c'est starisation. pour ça que ça m'est arrivé vraiment comme un gros cliché, une grosse farce. Et donc je l'ai digéré pendant un mois. J'ai fait ma star pendant un mois, puis après je me suis mis une claque toute seule et je suis repartie dans le droit chemin. Mais il y a quand même quelque chose d'agréable, non? Si tant de gens veulent être célèbres, à votre avis, c'est pourquoi? Moi, j'ai pas eu le temps de savourer le côté agréable en fait. Et c'est ce que je regrette et c'est ce que je recherche aujourd'hui. C'est justement pas le côté je cours plus après l'argent, ni après l'ego, ni après la gloire. C'est juste faire des trucs qui me plaisent, quoi. Et donc c'est vraiment une approche complètement différente et c'est une approche même qui rend un peu feignant, mais vachement détendue, quoi. Ce qui- Alors que... Oui, ouais, pardon. vas-y, non, je t'en prie. Je vous en prie. Ce qui impressionnait beaucoup de gens en vous voyant à cette époque-là, c'est que vous étiez incroyablement doué pour être une star. Vous auriez pu être une star même si vous aviez jamais rien fait en vous contentant d'être. Ça, c'est classe. Je sais pas quoi vous répondre. C'est gentil, non? Mais je sais pas. À tel point qu'on pensait que vous viviez ça très très bien, que vous y étiez préparé depuis toujours, que c'était votre condition naturelle. Bah, j'ai fait deux, trois, ouais, préparations, à 6 ans et à 12 ans. Mais c'était pas un rêve. Le rêve, c'était de dire à mes copains qui s'étaient foutus de moi à l'école, tiens, voilà, maintenant je fais de la bonne musique, ça va? T'as un problème? Tu viens me charrier maintenant? Et puis une fois que ça a marché, je trouvais ça normal que ça marche. À tel point qu'aujourd'hui, quand on sort un truc et que c'est pas numéro 1, on se dit, mais attends, mais je comprends pas. C'est ça le problème de la célébrité, c'est que ça se retourne contre vous. Bah oui. Ensuite, quand ça marche un peu moins C'est bien, on vous le fait horrible. payer. Je suis arrivée, on a été disque d'or en une nuit d'ouverture de Virgin, je crois, pour le lancement de l'album. On a été disque d'or tout de suite. On a tout marché numéro 1 à chaque fois. Donc j'ai pas compris. Après, quand on m'appelait, qu'on me disait regarde les charts, t'es que 6 et tout, ça la fout mal. J'ai dit attendez, comment ça, je fais que 6? C'est pas normal. Mais c'est vrai, tu comprends pas qu'en fait, voilà, j'ai eu vraiment un gros coup de chance à un moment donné bien précis et que voilà, maintenant, il faut, pour arriver à récupérer une chance comme ça, il faut aller la chercher et se bouger et travailler et que ça arrive pas d'un coup, quoi. C'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup. Maintenant, il va falloir que j'arrive, moi, à essayer de grimper à la chance. Ophélie Winter, je vous regardais écouter la bourse. Vous écoutiez vraiment ou... Non, j'écoutais vraiment, je me disais que Suez était bien et que j'aurais dû en prendre. Voilà. Ça m'étonne, vous disiez, autre cliché d'ailleurs de la célébrité, vous disiez autrefois dans les journaux, moi j'ai aucun contact avec l'argent, c'est ma mère qui s'occube de tout. C'était Ouais, vrai, ouais, vous n'aviez non, vraiment aucun contact avec l'argent? J'avais aucun contact direct, je ne touchais pas l'argent, mais je disais achète du truc ou vends du machin. Ah oui. Ah ouais, quand même. Non, j'aimais bien la bourse jusqu'au jour où ça a chuté et j'ai perdu beaucoup. Ah vraiment? Ah ouais, horrible. Donc maintenant j'ai que des valeurs sûres. Vous thésaurisez, est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent? Comme on imagine les stars Énormément. gagnant beaucoup d'argent. J'ai gagné énormément d'argent par rapport à mon âge.
et j'en ai perdu beaucoup. Enfin, pas claqué beaucoup, mais les impôts me prennent près de 70% de ce que je gagne. Donc, par rapport à ce que j'ai gagné, il me reste franchement rien du tout. C'est à ce point-là, ça m'étonne toujours quand on dit 70%. Parce que je énorme. croyais pas qu'en France, on pouvait imposer à ce point un mais individu. c'est ça. En plus, la connerie, c'est que quand, justement, c'est pour ça que ma mère s'occupait de mes sous, parce que quand elle me dit tu gagnes, je sais pas, je vais dire un truc con, 100 balles, voilà, je croyais que j'avais gagné 100 francs. En fait, j'avais gagné 30 francs à l'époque. Donc, on parle en euros maintenant. Donc 100 euros. On reprend. Donc, du coup, tu claques 100 euros. En fait, t'as gagné que 30 euros. Donc, c'est la galère. Et moi, j'ai claqué ça, mais avec plein d'autres zéros derrière, en pensant que j'avais rentré ça, et j'avais rentré que 30%, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus la galère Non, ça va? Non, ça va, je me suis toujours démerdée pour que ça aille, mais c'est pas ce qui est important de toute façon. Non. Quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de cons autour de soi, et en fait, d'en avoir normalement, c'est très bien. Alors, au même moment, ou quasiment au même moment où vous devenez une chanteuse à succès, à énorme succès, il y a Claude Lelouch, donc, qui vous appelle, hein, homme-femme, mode d'emploi. Ça vous a donc fait plaisir, vous nous le disiez tout de suite? Ça m'a fait plaisir, mais ça m'a terrorisée. Je suis arrivée au casting, je savais pas du tout, on n'a pas de texte avec Claude. Donc c'est un casting sans texte, hein, c'est un peu Vous dur. saviez qu'il y aurait Bernard Tapie en face de vous, en plus? Ouais, ça je le savais. Mais ça a dû vous amuser, non? Parce que Bernard Tapie était lui aussi, dans son genre, une star énorme à ce moment-là, doué pour être une star, comme vous l'étiez. C'était un face-à-face, il avait été très rusé, Lelouch. Vous y avez pensé à ce moment-là? À ce moment-là, non, mais c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit qu'il était vraiment très, 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 très fort sur ce coup-là, quoi. Mais c'était très putassier aussi par rapport à la presse. Les gens l'ont attendu vraiment au tournant avec ce film-là, parce que mettre Tapie et Winter dans le même film, plus des vrais acteurs comme Lucchini, c'était vraiment un mélange bizarre, et puis ça a finalement bien marché, quoi. Plus d'1 million d'entrées, effectivement. On va écouter un extrait de Homme-Femme Mode d'Emploi, donc qui est sorti en DVD. Mais c'est justement ce dîner entre Bernard Tapie et vous. On l'écoute tout de suite. Vous voudriez être quoi, dans la sélection ou dans celle qui m'apprennent les femmes? À votre avis? Je sais pas. Vous êtes mon type, mais pas vraiment mon genre, en fait. Je comprends rien du tout, je vois pas l'écart. Aidez-moi, je suis votre type, mais pas votre genre. Ça, on me l'a pas fait encore. C'est une très fine... Donc je suis votre genre. Je suis parmi votre genre. Mais enfin, non, vous n'êtes pas mon genre, mais écoutez, si je deviens jamais votre genre, mais que je deviens votre type, ça me va quand même. Voilà. Alors, comment moi vous allez me traiter par contre? Parce que ça m'intéresse un peu. Je suis en train d'y penser, je sais pas encore. Je me tasse. On a le temps, hein? Oui. Il nous reste encore... On n'a pas encore dîné. Ah, puis on a du temps, du temps. Mais quand même, qu'est-ce qui se dégage? Vous devez bien sentir un peu si... De vous? Pas de moi à l'instant, là, mais de nous deux. Vous le sentez aussi, c'est pas la peine que je vous le dise. Mais ça fait du bien de l'entendre quand même. Hein? Ça fait du bien parce que on peut se tromper, on peut se faire des idées. C'est un bon souvenir pour vous, Philippe? Ah là là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. C'est qu'est-ce que je glousse alors? C'est vraiment un dindon. C'est bien, c'est super. Comment ça se passe? Vous disiez vous aviez pas de texte, alors comment ça se passait? Ben justement, je suis assez étonnée parce que je suis pas du tout quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui improvise. J'aime bien avoir répété et être carré. Et c'était super perturbant comme expérience. Et en fait, du coup, en réécoutant, je trouve que ça sonne vachement naturel et qu'on dirait que c'est un texte, quoi. Comment il est fort, ce mec, il est trop fort. Comment ça s'est passé avec Bernard Tapie? Lui, très bien, très très bien. Ben, on était les deux à être angoissés. Enfin, lui, il était angoissé plus ou moins, quoi, parce que c'est pas. Il est quand même assez sûr de tout ce qu'il fait, mais on était les deux non-acteurs sur le tournage, quoi. Donc on était un peu solidaires et ça s'est bien passé. Et vous aviez 21 ans en plus à ce moment-là. Ah, moi j'étais un bébé, mais je me souviens avoir dit à Claude avant de commencer, parce qu'en fait cette scène-là, la première fois que je l'ai jouée, c'était avec Lucchini. Lucchini qui m'avait pas calculé dans la loge et tout exprès pour me mettre la pression et qui en fait était vachement sympa. Lucchini qui était à votre place hier dans cette émission. D'accord, Fabrice. Très bien. Et donc quand on a commencé à jouer, enfin Lucchini pour moi c'était le plus grand. Voilà, et je me suis retrouvée en face de lui avec le plus grand metteur en scène. Bah, à mes yeux à l'époque, quoi. Donc j'ai été terrorisée et je suis allée voir Claude. J'ai dit je peux pas. Qu'est-ce que je sais pas. C'est pas écrit en plus, donc j'ai même pas aucun guide. J'ai jamais fait de cinéma et je me sentais nulle de lui dire je vais abandonner là sur le plateau. J'y arrive pas, quoi. Et il m'a dit mais non, mais t'inquiète pas, assieds-toi, tu vas voir, tu vas être parfaite. Et il m'a tellement rassurée que
je me suis mise sur le mode je vais être parfaite. Donc voilà, forcément ça va être bien. C'est Claude Lelouch qui me le dit. Je suis en face de Lucchini, ça va être forcément bien. Et paf, ça a commencé et voilà. Donc même séance d'improvisation face à Lucchini d'abord. D'abord, ouais, et puis d'abord en plus avec lui, c'était moi je connaissais pas l'impro quoi. Alors, lui il est parti il nous a emmenés dans des endroits mais pas possible. Et moi j'étais complètement spectatrice plus qu'actrice, donc j'avais les yeux complètement écarquillés. Je me disais mais où il va en venir, on va arriver où, comment je vais rebondir et tout pour arriver à ce que moi je dois dire. Enfin c'était vraiment j'étais spectatrice d'un exercice de style. Enfin c'était très très. Avec Tapi ça devait être plus facile parce que lui il était moins à l'aise sans doute que Lucchini. Voilà. Tapi c'était un petit tennis, c'était un ping-pong. Avec Lucchini c'était un tennis, avec Tapi c'était un ping-pong. C'était plus hop on s'envoyait des petites balles courtes pour pouvoir répondre pas trop longtemps, mais hop ça c'était plus flippé quoi. Claude Lelouch qui était aussi dans cette émission il y a quelque temps, je lui avais posé la question sur sa façon de diriger des non-acteurs, comme vous dites vous-même, Bernard Tapie et vous étiez des non-acteurs. On va écouter ce qu'il me répondait. S'il y a quelqu'un qui est encore plus acteur que les autres, c'est Bernard Tapie. Bon, Ophélie Winter, elle joue parce qu'elle est tout le temps en séduction. Et donc, je sais très bien que si je prends ces personnages et que j'arrive à réduire leur jeu, parce que mon problème avec Tapi et avec Ophélie Winter, c'est d'appuyer sur le frein. C'est pas d'appuyer sur l'accélérateur. Le problème avec les vrais acteurs de la vie, c'est qu'il faut les freiner. Vous voyez ce que je veux dire? Un grand acteur, qu'est-ce que c'est qu'un grand acteur? C'est quelqu'un qui ne fait rien. Les très grands acteurs ne font rien. Et les mauvais, ils en font des tonnes. Donc, mon problème, quand je prends des gens de la rue, c'est de leur apprendre à ne rien faire. Et quand on ne fait rien, il reste que les yeux. Et c'est là qu'on voit les grands acteurs. Je veux dire, tous les grands acteurs, ce sont des gens qui ont des yeux et des expressions absolument incroyables. Comment il a fait alors pour vous freiner, Claude Lelouch? Vous avez le souvenir de ça? Moi, il m'a pas trop freiné. Je sais de quoi il parle quand il dit ça. Parce qu'on a une scène qui a été coupée au montage de Bernard qui m'embrasse dans la voiture et qui était donc pas du tout prévu. Et c'était de ce genre de frein dont il parle. Parce que il a fallu freiner Bernard Tapie. Il m'a roulé des pelles pendant, je sais pas, 5 ou 6 prises qui n'ont servi à rien. Donc c'est peut-être ce frein-là. Mais c'est vrai qu'on a tendance du fait qu'on n'ait pas de texte et on veut combler un manque, donc on a tendance à en faire plus que, alors que enfin, il nous prend pour nous tel qu'on est déjà dans la vraie vie, on joue un rôle, c'est vrai. Donc on s'en rend plus compte, donc du coup on surjoue et ça devient mauvais. Donc il faut vraiment bien doser le. Vous êtes d'accord avec ce que dit Claude Lelouch, que vous êtes toujours dans la séduction, donc vous êtes une actrice? Je sais pas. Moi, je me sens pas du tout comme ça, mais certainement à l'époque où il m'a connu, où on a travaillé ensemble, mais je devais l'être. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça, quoi. Donc ça me fait sourire. Je devais être une petite cata à l'époque. Vous êtes beaucoup caricaturé vous-même au cinéma par la suite. D'ailleurs, je pense à un film, votre dernier film d'ailleurs, Le Mauvais Esprit. On a l'impression que vous jouez une caricature de vous-même en blonde, idiote, vénale. Oui, on voit Bernard Tapie sur un écran de LCI. Non, moi j'aime les enfants. Je sais pas du tout. Non, la caricature, c'est la caricature de ma caricature en fait. C'est ça, mais c'était un peu comme certainement des gens pouvaient vous voir, blonde, clair. Idiote, vénale, qui en Pétasse, plus largue son mari Thierry Lhermitte pour le professeur de gym noir. Ouais, en plus. Ouais. Vous n'aviez pas fait attention que ça pouvait pas être noir à la base, mais ça devait être quelqu'un qui devait le jouer. Comme il nous a planté deux jours avant pour nous venger, pour se venger, on a fait un blague pour qu'il comprenne. Et pour que et là, je pense qu'il a entendu l'émission, il a compris de quoi je parle. Mais c'était en même temps, c'était vous là, à ce moment-là, qu'on pouvait imaginer justement. Mais c'est pas moi, je joue un personnage, donc sinon je l'aurais jamais fait. Si je savais qu'à chaque fois que l'ambiguïté était telle, aussi forte, je le ferais pas. Donc vous en étiez pas rendu compte qu'on allait penser à vous? Non, je me suis dit c'est une blonde pétasse. Moi je suis pas une blonde pétasse. Mais il y a que moi qui le sais peut-être. Alors forcément, s'il y a que moi qui le sais, il a fait une confusion. Mais je me sentais vraiment en train de jouer à un jeu de garce odieuse qui trompe son mec, qui aime pas les gosses, qui est monstrueuse. Cette bonne femme, elle est monstrueuse à jouer.
mais c'est drôle. Après, vous avez fait votre deuxième album, Privacy, et là, on dirait que c'est pas un album de Philly Winter. Non, mais on dirait que c'est un album fait pour les ados, Exactement. en pensant à ce qui plaît aux ados. Exactement. Et c'est pas du tout la musique que vous aimez, justement. Qui est la musique Ah, noire? merci, ça fait plaisir. Là, j'ai été forcée de chanter certaines chansons que j'avais carrément refusé à la première écoute. Et pourquoi on vous force? Comment on fait pour vous forcer? C'est les intérêts justement que c'est les intérêts les gens prennent des points là, donc c'est mieux de prendre ces chansons là. C'est les intérêts qui me gonflent. Et vous n'étiez pas assez forte pour résister à ce moment-là? Ah non, j'avais pas le choix. Et en plus j'ai eu tendance à un moment donné à me dire je vais écouter un peu ce qu'on me dit. Parce que jusqu'ici tout va bien, mais dans 2-3 mètres, peut-être que ça va plus aller du tout. Donc, il vaut mieux que j'écoute un peu les patrons, quoi. Donc, les patrons de Warner qui vont dire, on va faire ça. J'ai dit, bon, moi, je ferai pas ça, mais ça me saoule de le faire. Mais comme ça me saoulait de chanter en français, et puis je l'ai fait, et sur No Society, ça a marché. Donc, je me suis dit, je vais me taire, je vais faire ce qu'ils m'ont dit de faire. Et ça a marché? Non. Ça n'a pas marché du tout. Et comment s'établit le rapport de force justement dans le showbiz à ce moment-là entre les patrons qui ont eu tort et l'interprète qui avait peut-être raison? Les patrons ont toujours raison de toutes les manières et c'est les patrons qui ont vos contrats. Donc voilà, moi j'y suis allée. Je me souviens de la première télé sur Je marche à l'envers, qui est une musique super pop et le titre a cartonné en plus en France. On était numéro 1 en Allemagne avec la I Spy, la version anglaise et j'étais super mal. Ma première télé, je me suis rendu compte, je tenais le micro, j'étais chez Drucker, je m'étais fait les cheveux en rouge et je me dis mais qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à danser sur ce morceau. Je peux pas chanter sur ce morceau, c'est pas ma musique quoi. Et là je me suis dit putain la promo qui arrive va être horrible. Toute la promo à faire, à toutes les télés, je vais être très mal parce que je fais de la musique que je ne revendique pas et que je n'aime pas. Donc du coup ça s'est ressenti sur les ventes et voilà. Sur l'album suivant, vous ferez plus attention, Explicit Lyrics. Il y a une chanson sur cet album dont vous avez écrit les paroles aussi. J'ai écrit toutes les paroles. La musique et les paroles. Auteur, compositeur, interprète. Voilà, sur Explicit Lyrics, il y a une chanson qui est quand même gonflée parce que c'est une chanson sur la masturbation. Ouais. Ça n'a pas dû plaire à votre maison de disques à ce moment-là. Eux qui voulaient que vous séduisiez les teenagers, les jeunes ados. Il y a un moment, d'un texte d'une chanson à l'autre, quand je leur demandais vous voulez que je parle de quoi, j'ai ça comme idée, ça vous plaît ou pas. Vous leur demandiez quand même. Bah ouais, parce que moi j'écris à chaque fois genre 3-4 textes par chanson, donc. De peur de se faire engueuler? Non, pour moi, me choisir le meilleur. Et après, je fais un pulse un peu avec chaque idée et donc je leur propose mes idées avant et ils me disent ouais ça c'est pas mal, ça c'est bien, ouais mais en même temps alors une fois on m'a dit Ophélie Winter ne peut pas dire ça. Je dis mais attendez c'est moi, je viens de vous le dire donc je peux le dire, ça fait pas de sens et finalement c'est aberrant d'entendre un truc comme ça, tu n'as pas le droit de dire d'accord, donc je n'ai pas le droit de parler de ça. Donc le truc de la masturbation c'est un morceau que en fait je devais rendre que j'écrivais le soir et je devais aller en studio le lendemain matin le chanter et là, j'en étais à mon 12e texte et je savais plus quoi dire. Donc je me suis dit, ils me font chier. Je sais que si demain je vais au studio et que j'ai pas de texte ou que j'ai un texte bidon, ils vont m'engueuler, ils vont me refaire travailler. Donc je vais faire un truc un peu provoque pour me marrer, quoi. Et je suis sûre qu'ils vont pas comprendre de quoi je parle. Et ça a pas raté. On va voir si nos auditeurs comprennent de quoi vous parlez. On écoute tout de suite votre chanson sur la masturbation. Personne n'est parfait. Dernier en date, vous êtes en train d'en faire un nouveau, mais le dernier qui est sorti, c'est celui-ci, Explicit Lyrics, qui a été un échec d'ailleurs. Qui a été un échec. Non, on a le premier single a été mon deuxième meilleur single. Ça veut dire que avant Shame on You, avant Le Feu qui m'attise, avant Elle pleure, tout ça, mais je parlais de l'album là. Ouais. L'album. L'album. Oui, mais tu peux pas parler d'un album sans parler des singles. C'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est vraiment un disque de Ophélie Winter, celui-ci, à la différence du précédent? À 100%. Vous le revendiquez. Ah ouais. Donc c'est pas le fait qu'il ait pas marché sur la longueur de l'album, et encore pas marché, on a vendu 100 000, c'est pas de la misère, mais c'est que voilà, j'ai malheureusement mon ami et patron qui est décédé Philippe Blanc. Voilà, à la sortie de ce single là, et que moi ça m'a flingué quoi, donc je pouvais plus retourner. Après on a beaucoup parlé entre autres de vous, mais vous n'étiez pas la seule, de tous les dégraissages qu'il y a eu dans les maisons de disques, de tous les artistes qui se sont retrouvés sans contrat, qui ont touché des indemnités, un peu comme chez Moulinex d'ailleurs. On s'est rendu compte que les artistes étaient des gens normaux qu'on pouvait renvoyer avec des indemnités comme les autres. C'est ça, mais moi j'ai attaqué Warner par contre, j'avais attaqué parce que par rapport à des trucs de date qui correspondaient pas et des délais non respectés, je trouvais que c'était un peu, mais c'était pas de leur faute, c'était du fait justement du décès d'Yann Philippe. Il y a eu un espèce de flou artistique à la direction et ça joue sur un disque, une carrière, c'est très très grave quoi. Donc je les ai attaqués, je suis sortie du truc très vite.
on a trouvé un commun accord et voilà, on s'est quitté d'un commun accord. Donc, Vous parliez de Fabrice Lucchini tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il était à votre place hier. On va écouter ce qu'il nous disait. Il nous parlait des gens cultivés, des gens qui ne le sont pas. On écoute tout de suite Fabrice Lucchini. C'est une connerie bourgeoise de penser que un mec cultivé vaut mieux qu'un mec pas cultivé. Un mec cultivé est écrasé en voyant à quel point sa condition est misérable. Alors, je la résume et je la caricature. Donc, ces gens-là, je les trouve plutôt bien s'ils aiment bien faire du ski, s'ils aiment bien tirer leurs meufs, s'ils aiment bien avoir des maîtresses, s'ils sont super joyeux, s'ils lisent pas Schopenhauer et s'ils sont très humains, très vivants et qui déconnent tout le temps, qui gagnent tout le pognon. Ils sont 100 fois plus près du héros nietzschéen qu'un désespéré comme Sioran qui est dans le Luxembourg et qui dit la vie est dure, je vais crever, c'est atroce, je bande plus, etc. Le désespéré, c'est une connerie, c'est un mec très bête et plus du côté de la vie. La bêtise n'est pas un défaut, c'est une force vitale. La phrase de Nietzsche, quand il dit « je préfère l'erreur à la vérité quand l'erreur sert la vie », le problème c'est pas, on n'a pas à avoir des gens raffinés, distingués, merveilleusement cultivés, abonnés à Télérama, à la colline, à la culture, au théâtre, avec des perceptions de plus en plus grandes. Ah, nous on est abonnés au Châtelet, on est abonnés, puis on a Télérama, on va aux cultures. Mais tu sais, le drame, 25 ans de culture enlève pas 1 millimètre de crasse et de bêtise éternelle. Il n'y a aucun pouvoir contre l'immondice de la bêtise. Et un pauvre garçon qui n'aurait pas lu un seul livre, mais qui saurait te sourire au moment où c'est agréable qu'on te sourie ou que tu lui souris au bon moment, vaut 1000 cultureux abonnés, 1000. Qu'est-ce que vous en pensez, Ophélie Winter? Il m'éclate de rire. Il est speed. J'ai jamais vu un mec aussi speed. Et Dieu sait que je parle vite, mais lui, ça pète dans tous les sens. C'est un feu d'artifice, quoi. C'est le bouquet final. C'est incroyable. Et il est comme ça tout le temps. Mais vous voyez plutôt du côté de la culture ou de pas de culture revendiquée? Ah non, moi je suis pas de culture revendiquée et par contre je me soigne. Je me fais des musées, je me fais des trucs, Vous avez une culture musicale. Musicale, oui. Mais j'ai une culture, en tout cas, la musique noire, ça vous connaissez. Oui, maintenant pas que noir. Mais je commence à m'ouvrir un peu. Musical, le cinéma, tout ça, ouais, ça va. Mais sortir un peu de ce carcan de ce microcosme de la musique, du showbiz, de machin, quoi. Aller voir un peu les maîtres. Oui, j'ai lu dans une interview, vous avez donné au Figaro Magazine, vous disiez que vous étiez en train de lire Marc-Édouard Nab, un roman de Marc-Édouard Nab, Je suis mort. Par exemple. Mais j'adore lui, il m'éclate de rire. On a de bonnes discussions et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc ça fait partie des maîtres dont vous parlez, que vous allez voir oui, pour vous enrichir. Lui c'est un maître vivant, mais pour moi ça il a une plume, il est génial. J'aime les gens rebelles comme ça. Mais les maîtres c'est carrément les vrais, les classiques, vous voulez dire. Les grands classiques, les morts. Ouais, c'est ça. Malheureusement les morts. Mais il faut aller voir ce que les gens ont fait avant nous avant d'avoir envie pour savoir quel est vraiment comment canaliser l'envie qu'on a de faire quelque chose aujourd'hui. Vous avez l'impression que ça vous a manqué depuis ces 10 premières années de votre carrière, ça vous a manqué justement? J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et de me rendre compte si ça m'a manqué ou pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'âge pour et l'envie de, donc c'est parfait. Et alors, quand est-ce que vous écrivez vous-même un livre? Je suis en train d'écrire un livre. Ça commence. Ça commence, ouais. Vous êtes en train de faire un disque aussi? Ouais. Je prépare mon album tranquillement. Alors comment ça se fait quand on n'a plus de maison de disque, justement, on est plus tranquille ou c'est plus facile ou c'est moins facile? Celui d'avant, je l'ai fait sans maison de disque. Et en fait, je suis arrivé chez Warner avec mon disque prêt, quoi. Donc, je vais refaire pareil. Et entre-temps, il y a certainement un best-of qui va sortir où j'ai placé 3-4 inédits, donc ça continue à tourner. Ce sera de la vraie musique d'Ophélie Winter, il n'y aura pas de marketing, là, il n'y aura pas de cible. J'assume à mort, puisque c'est le cas de le dire, j'ai carrément mis mon disque à mort en perdant mon patron, donc je l'ai sacrifié, et c'était un vrai bon album, et je regrette pas une seule seconde, quoi. Au cinéma, je le disais tout à l'heure, vous avez fait quand même quelques navets, et puis on vous voit apparaître tout à coup dans un film qui s'appelle Les Jolies Choses, aux côtés de Marion Cotillard, de Stomy Bugsy, de Titoff, et vous jouez un personnage extrêmement mystérieux, très autodestructeur, un peu drogué, garce, et tout à coup on voit une Ophélie Winter qu'on n'avait pas l'habitude de voir au cinéma, où vous étiez plutôt dans les comédies. Ouais, un peu gnangnan. Justement, c'est le seul film qui m'a nourri en tant que
actrice entre guillemets, quoi. C'était un vrai Vous jouiez personnage. pas vous-même comme Voilà, dans le film de Lelouch. j'avais là. enfin de la nourriture. Je savais en lisant mon texte comment j'allais me tenir, ce que j'allais, la tronche que j'allais avoir, ma démarche, les fringues que j'avais envie de porter. C'était vachement parlant, quoi. Et c'est un vrai support de jeu. Du coup, le jeu, ça devient un bonheur. C'est plus un travail. Quand c'est trop proche de soi, c'est un vrai travail vachement précis pour pas que ce soit non plus trop caricatural, faut toujours faire gaffe. Alors, c'est chiant. Là, vraiment, j'étais complètement lâchée dans un personnage et c'était que 7 jours. C'était super, très stressant, très frustrant. Je suis allée voir le metteur en scène à la dernière scène que j'ai tournée. Et je t'en supplie, fais-moi tourner demain et tout, n'importe quoi, j'ouvre une porte, un truc, mais refais-la passer dans le cadre, je t'en supplie, j'aime trop ce personnage. Et du coup, j'ai retourné un jour, et ça m'est jamais arrivé de demander de tourner plus, quoi. C'est un kiff. La prochaine fois, vous avez des projets au cinéma, là? J'ai un projet, mais j'essaie de ne parler de rien, comme ça on me n'en parle portera pas. pas Alors, malheur. on n'en parle pas. On parle que des choses qui sont sûres. Il y aura un portrait de vous sur M6, sur M6 Music Hits, vu sur Ophélie Winter. C'est pour les fans, ça. Samedi 31 décembre à 17h et dimanche 1er janvier à 21h. Ce soir, donc, le dernier épisode de Mission Missy à 21h. En attendant le disque et la suite, merci Ophélie Winter Merci à vous. d'avoir Merci été à là aujourd'hui.